The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour, je m'appelle Éric Jamois. Merci de me rejoindre pour ce tutoriel interactif sur Admet Predictor dédié à HTTPK. Aujourd'hui, nos sujets porteront sur la simulation HTTPK. Nous aborderons le calcul du pourcentage FA qui correspond à la fraction absorbée et du pourcentage FB qui correspond à la fraction biodisponible. Nous allons passer en revue l'analyse de sensibilité des paramètres, l'estimation de la dose, ainsi que la génération de courbes concentration plasmatique temps. Nous verrons également comment utiliser des valeurs expérimentales dans le cadre des simulations. Il y a donc beaucoup de choses à aborder, alors commençons. Les outils HTTPK se trouvent dans la section Outils et Simulation PK. Vous verrez ici, dans le menu latéral Lucas, les pourcentages FA et FB, l'estimation de la dose, la courbe temporelle CP et l'analyse de sensibilité des paramètres. Elles sont maintenant grisées car je n'ai chargé aucun jeu de données. Et ils sont également devenus grisâtres sur les icônes. Nous avons donc des icônes pour le pourcent FA et l'estimation de la dose. La courbe temporelle CP et une analyse de sensibilité des paramètres. Nous allons donc maintenant charger un sous-ensemble de composés. Il s'agit en fait d'un sous-ensemble de la collection Enamine Diversity. Je crois que l'ensemble complet compte un peu plus de 10 000 composés. J'ai donc pris un sous-ensemble de 2000 composés. Ce sous-ensemble devrait suffire pour les besoins de notre travail aujourd'hui. J'ai donc simplement ouvert ce fichier SDF et la première chose que nous allons faire est de calculer les propriétés physico-chimiques de ces composés. Pour cela, nous allons aller dans Données et calculer les propriétés ADMET. Nous n'avons donc pas besoin des transporteurs, du métabolisme, de la toxicité ou des descripteurs de modélisation. Nous avons seulement besoin des descripteurs physico-chimiques. En réalité, vous n'en avez pas besoin en tant que tel pour calculer les paramètres HTPK, car le logiciel exécutera en arrière-plan les modèles nécessaires pour alimenter le calcul HTPK. Cependant, comme vous le verrez plus tard, nous aurons besoin de ces propriétés physico-chimiques dans le cadre du travail d'analyse qui suivra. Alors, procédons et calculons-les. C'est plutôt rapide. Nous avons déjà fait cet exercice. Et comme nous le savons, le logiciel est multithread. Le calcul de cette propriété se déroule donc assez rapidement. On nous renvoie donc les calculs de nos propriétés. Et maintenant, nous allons aborder à proprement parler HTTPK. Nous pouvons donc simplement utiliser cette icône, pourcentage de A et pourcentage de B ici, qui configurent notre calcul. Remarquez qu'il y a deux physiologies disponibles, rat et humain. Vous ne pouvez pas calculer pour les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre, et c'est pareil pour la forme galénique, comprimé à libération immédiate ou bolus 4. C'est l'un ou l'autre et nous allons sélectionner le comprimé à libération immédiate pour les besoins de cet exercice. Maintenant, pour les doses, c'est un peu différent. Par défaut, le logiciel a saisi la dose de 10 mg. Remarquez que vous pouvez bien sûr modifier cela, mais vous pouvez aussi entrer plusieurs doses. Donc si nous souhaitons
effectuer plusieurs doses, ce que nous allons faire, nous allons prendre des doses de 1 et 100 mg. Vous pouvez simplement entrer ces deux nombres, séparés par un point-virgule, sans espace. L'autre point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le fait que dans ce menu latéral ici, si vous aviez une colonne contenant différentes doses pour chaque composé, vous pourriez indiquer au logiciel cette colonne de doses et le logiciel fonctionnerait. Bien sûr, nous n'avons pas une telle colonne ici, mais si vous aviez une colonne de doses, vous pourriez indiquer au logiciel cette colonne spécifique. Et il exécuterait une dose différente potentiellement pour chaque composé. C'est une option assez utile. L'un des grands principes de ce programme est qu'il peut fonctionner entièrement à partir de la structure ou utiliser une combinaison de données expérimentales et de simulation. Donc ici, lors de ce premier essai, nous allons travailler uniquement à partir de la structure en utilisant les paramètres par défaut. D'accord. Donc pour effectuer le calcul, la fraction absorbée, donc le pourcentage de A et le pourcentage de B, nous avons les deux cochés pour l'instant, donc il va calculer les deux, et encore une fois pour des doses de 1 et 100 mg. Et la seule chose que vous avez vraiment à faire pour lancer cela, c'est simplement d'appuyer sur le bouton d'exécution, donc nous allons le faire tout de suite. Maintenant, comme pour d'autres calculs que nous avons vus dans le logiciel, ces calculs sont multithreadés, donc ils sont également extrêmement rapides. Nous traitons plus de 100 composés par seconde. Et ceci n'est qu'un ordinateur portable standard. Il n'y a vraiment rien de spécial à ce sujet. Voilà, c'est parti. Nous obtenons donc un certain nombre de colonnes en sortie, spécifiquement le pourcentage de FA pour la dose d'un milligramme. Cela nous fournit des informations cruciales et détaillées sur les résultats de cette analyse. Mais si nous regardons sur le côté, nous l'avons aussi. La sortie pour la dose de 100 mg se trouve ici. Donc, encore une fois, nous avons une sortie en double pour les doses de 1 mg et de 100 mg. Nous avons donc le pourcentage de FB, encore une fois, la fraction absorbée, pardon, le pourcentage de FA, fraction absorbée. Pourcentage de FB, fraction biodisponible. Cmax souligné homme pour humain. Pour la dose d'un milligramme, c'est ce que signifie le 1. C'est le Cmax, c'est la concentration plasmatique maximale atteinte. Tmax est le moment où cette concentration maximale est atteinte. Ensuite, nous avons l'AUC pour la dernière dose et aussi l'AUC INF pour infini, c'est l'AUC de 0 à l'infini. Et ensuite, nous avons le clairance totale estimée. Et nous avons aussi ici, en outre, à la fin, les termes de clairance individuelle, ce qui est important à considérer. Nous avons T 1,5 sur 2, donc la demi-vie estimée du composé. Et nous avons aussi le volume de distribution humain qui est utilisé dans la simulation. Donc, il y a pas mal de résultats ici, des données très utiles, et je vais vous montrer le type d'analyse que vous pouvez réaliser avec ces résultats. C'est donc bien d'avoir des données, mais on dispose alors de nombreuses capacités pour les analyser de manière pertinente. L'une des choses que nous pouvons faire très facilement sur ce terrain, c'est de tracer. Pour son FA à la dose de 100 mg contre pour 100 FA à la dose de 1 mg. Et cela va nous montrer que sur la diagonale, nous aurons les composés pour lesquels la fraction absorbée est indépendante de la concentration. Et puis, les composés hors de la diagonale sont ceux pour lesquels la fraction absorbée dépend de la concentration. Et dans la mesure où c'est le cas, le pourcentage de FA à la dose plus élevée de 100 mg est toujours inférieur au pourcentage de FA à 1 mg. Bien sûr, plus la dose est élevée,
plus la fraction absorbée prédite est faible. Donc en conséquence, et l'une des choses que nous pouvons facilement faire, c'est en fait colorer ces composés chimiques selon leurs propriétés, la solubilité. Et c'est là que vous voyez la raison pour laquelle nous avons pris la peine de calculer certaines de ces propriétés physico-chimiques dans le cadre de cet exercice, c'est parce qu'elles deviennent vraiment utiles par la suite. Pour analyser vos données, et si vous faites cela, vous verrez que la plupart des composés qui se trouvent sur cette diagonale indépendante de la concentration sont ceux dont on prédit une solubilité élevée, tandis que ceux qui s'écartent de la diagonale, les composés dépendants de la concentration, ou du moins ceux qui sont prédits comme tels, sont ceux qui pourraient avoir des problèmes de solubilité associés. C'est donc encore une analyse assez intéressante que nous pouvons réaliser. Nous pouvons également afficher le pourcentage de Fa à une certaine dose, le pourcentage de Fb par rapport au pourcentage de Fa. Encore une fois, nous n'allons rien colorer à ce stade. Et en fait, nous voulons l'inverse. Donc le pourcentage de Fa à 1 mg par rapport au pourcentage de Fb à 1 mg, et c'est parti. Ce que cela nous montre ici, c'est à nouveau le pourcentage de Fb sur l'axe des ordonnées, le pourcentage de Fa sur l'axe des abscisses. Et ce que nous voyons, c'est que sur la diagonale, nous avons des composés pour lesquels il n'y a pas beaucoup de différence entre le pourcentage de Fb et le pourcentage de Fm, ce qui signifie qu'ils ne sont pas beaucoup métabolisés, parce que c'est la différence entre la fraction absorbée et la fraction biodisponible dans cette simulation. Il y a le métabolisme entre les deux. Donc, les composés les plus intéressants seraient ceux qui ont à la fois une fraction absorbée élevée et une fraction biodisponible élevée. Et puis, nous voyons qu'ici, par exemple, nous avons des composés qui sont prédits pour avoir une fraction absorbée élevée, mais il y a probablement beaucoup d'activité métabolique qui leur est associée. Et c'est dans cette mesure-là, c'est pourquoi leur fraction biodisponible est nettement inférieure. Donc, encore une fois, c'est une autre façon de regarder, d'observer ces composés. Un autre graphique intéressant serait peut-être de regarder à nouveau le pourcentage de Fa. On peut prendre, vous savez, un milligramme en fonction de la perméabilité. Voici donc pour nous le modèle S plus puff. Très bien, et nous n'allons rien colorier pour le moment. Mais ce que nous constatons, c'est que les composés qui ont tendance à avoir une perméabilité plus élevée, et c'est ce que notre modèle de perméabilité jéjunale effective prévoit, ces composés qui sont censés avoir une perméabilité plus élevée, la perméabilité jéjunale est également censée avoir une fraction absorbée élevée. Cependant, il existe des composés qui ne suivent pas cette relation. Et encore une fois, si nous colorions nos composés selon leur solubilité, et nous allons mettre la solubilité sur une échelle logarithmique. Ici, vous remarquerez que les composés qui s'écartent de cette relation générale sont des composés qui sont prédits comme ayant une solubilité plus faible, et ceux-ci sont appelés des composés à solubilité limitée. Et maintenant, nous pouvons aussi faire l'inverse. Nous pouvons donc prendre le pourcentage de Fa en fonction de la solubilité, et nous allons également le prendre sur l'échelle de log, puis colorier selon le chemin. Et nous avons une relation similaire où les composés qui sont prédits comme étant plus solubles ont effectivement tendance à avoir une fraction absorbée plus élevée, mais il existe des composés qui s'écartent de ce comportement général, et ce sont les composés dits à perméabilité limitée qui sont montrés ici en rouge. C'est donc un comportement intéressant
Il existe en fait un très bel article de Hendrickson et ses collaborateurs que je vais vous montrer brièvement. Il s'agit donc de Hendrickson, Sanchez-Félix et de notre propre équipe. Michael Bulger, qui vient tout juste de prendre sa retraite de notre entreprise, a travaillé avec nous pendant, je crois, plus de 26 ans. Et il a contribué à cet article qui propose une analyse très similaire où l'on dispose en fait d'un graphique en 3 dimensions. Ce que je vous ai montré était essentiellement des projections en 2 dimensions de ce graphique. Et ici, vous avez les 4 classes, les composés de classe 1 qui présentent à la fois une grande solubilité et une grande perméabilité, les composés de classe 2 qui ont une faible solubilité qui est limitante et une forte perméabilité. Ensuite, il y a les composés de classe 3 qui sont l'inverse, une perméabilité faible et limitante, mais une solubilité non limitante. Enfin, il y a les composés qui sont limités à la fois par la perméabilité et la solubilité, appelés composés de classe 4. Donc encore une fois, ce que je vous ai montré plus tôt dans ces graphiques, que nous pouvons revoir, ce graphique en particulier est en quelque sorte une projection de ce graphique-là. J'espère donc que vous avez trouvé cela intéressant. Et cela nous amène en fait au sujet de l'analyse de sensibilité des paramètres, car nous avons vu cela à nouveau. Certains de ces composés peuvent être limités soit par la perméabilité, soit par la solubilité. Nous allons donc voir comment nous pouvons analyser cela de manière un peu plus détaillée.